Bonjour tout le monde, donc bienvenue à Discutons DT1. C'est l'endroit où les diabétiques de type 1 peuvent partager en fait leur expérience, question de pouvoir inspirer les autres et de montrer en fait là, que tout est possible. Je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur le site internet de la QDT1, aqdt1.org. Sinon, on a notre page Facebook et je vous invite aussi à devenir membre, question de nous aider dans notre mission à la QDT1 d'avoir un plus gros impact auprès des différents intervenants dans le milieu. Aujourd'hui, j'ai le bonheur, en fait, d'être avec Agnès Sartou, de la France. C'est la première fois, donc merci Agnès de t'avoir prêté au jeu, d'avoir accepté, en fait. Parle-moi un peu de toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Alors moi, comme tu l'as dit, ben, je suis de France, en fait, j'habite en Auvergne. J'ai 49 ans, je suis maman d'un grand garçon qui a 20 ans maintenant. Et voilà, je travaille dans un magasin bio, donc je m'intéresse à la base déjà à l'alimentation. Et puis, je m'y suis intéressée aussi de par ma pathologie, en fait, ma maladie. Ça m'a amené à faire plein de recherches et à apprendre plein de choses. Et dis-moi, en fait, puisqu'on en parle, comment c'est arrivé dans ta vie? C'est arrivé brutalement, en fait. Un jour, j'ai fait un malaise, une sorte de malaise vagal, si tu veux. Et puis, c'était en 2019. Donc, j'avais 44 ans. Allez, quand le diabète est apparu. Donc, suite à ce malaise vagal, mon médecin m'a prescrit une prise de sang, en fait, pour faire un petit bilan, voir ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et donc, pour pas, elle m'appelle pour me donner les résultats en me disant, voilà, bon, ben, j'ai une nouvelle, vous êtes diabétique. Et dans ces cas-là, je me dis dans ma tête, bon, c'est pas grave, je ferai un régime alimentaire. Moi, je connaissais que le diabète de type 2, hein, je connaissais pas du tout le type 1. Et puis, donc, on fixe un rendez-vous. Et là, elle me dit, on va quand même faire une deuxième prise de sang pour voir si c'est un diabète de type 1 ou de type 2, donc pour savoir si vous avez les anticorps. Et bien, le résultat de la deuxième prise de sang est arrivé. Et donc là, elle m'explique que je ne suis pas diabétique de type 2 et que je suis diabétique de type 1. Et donc, dans ma tête, je me dis, c'est pas grave, je vais faire un régime alimentaire. Et là, elle me dit non, c'est un diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Et le régime alimentaire ne servira à rien. Il va falloir bien prendre de l'insuline quotidiennement. Alors j'avais une phobie des piqûres hein, au départ. Donc pour moi ça a été l'annonce du diagnostic en fait ça a été le moment s'est écroulé en fait. Là on m'a présenté la maladie en me disant que voilà il y avait les prises d'insuline quotidiennes avec le contrôle quotidien, bien évidemment. Il y avait des risques d'hypoglycémie grave. Et donc, il y avait des risques aussi de coma et donc des risques, enfin, on pouvait, si c'était un coma grave, ça pouvait engendrer la mort. Et donc, présenté comme ça a été, mais en fait, je suis tombée dans un cauchemar, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas vivre comme ça. Et donc, le diagnostic pour moi, ça a été vraiment le coup près qui est tombé. Du jour au lendemain, on va bien et on apprend du jour au lendemain qu'on est malade et qu'il n'y a rien à faire et qu'il faut prendre de l'insuline et qu'il y a des risques graves. Et là, ma vie a basculé. J'avoue que les 15 premiers jours ont été un vrai cauchemar. Donc, j'ai pris de l'insuline. Euh, Par chance pour moi, je dis ça aujourd'hui, hein. Au départ, je l'ai pas vu comme ça. Par chance pour moi, je pense que ma médecin généraliste, en fait, m'a donné des doses trop fortes d'insuline par rapport à mon alimentation, parce que je faisais déjà attention à mon alimentation. Je mangeais pas de pain blanc, je mangeais des pâtes aux petites épeautres. Et donc, du coup, comme j'ai eu des doses trop fortes, j'ai fait des grosses hypoglycémies. Et donc là, ça m'a déclenché des angoisses. Je voulais plus rester chez moi toute seule parce que j'avais peur de faire un coma et qu'il n'y ait personne pour me faire une piqûre, pour me resucrer en fait. Et au bout de 15 jours, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas vivre comme ça. Je peux pas continuer comme ça. Mon mari était en déplacement, je voulais plus rester toute seule. J'appelais ma voisine appelait pour voir si j'allais bien. Enfin, c'est pas une vie quoi.
Et puis, donc après, j'ai eu un rendez-vous avec ma diabétologue. Je lui ai posé des questions. Je revenais toujours à l'alimentation parce que déjà, je faisais attention à ce que je mangeais. Et, elle me disait qu'il n'y avait pas pour le diabète de type 1, en fait, qu'il n'y avait pas de solution alimentaire, que voilà, on était obligé de prendre de l'insuline. Et qu'en plus, on avait besoin de, de glucose, en fait, pour donner de l'énergie au corps, pour faire fonctionner le cerveau. Euh, et donc là, en fait, ça avait un non-sens pour moi. Je me suis dit, mais comment, en fait, les hommes préhistoriques, ils faisaient pour chasser, ils couraient pour chasser leur proie, pour pouvoir manger. Comment ils faisaient? À l'époque, il y avait pas de céréales, il y avait pas de sucre, il y avait rien. Comment ils faisaient pour avoir cette énergie, pour trouver l'énergie pour donner à leur corps la force de pouvoir courir? Et en fait, ça m'a embrouillé la tête. Je me suis dit, c'est pas logique. Et là, au bout de 15 jours, j'étais tellement mal, en fait, ça m'a créé tellement d'angoisse. J'ai décidé d'arrêter l'insuline toute seule parce que mes médecins, ils avaient peur pour moi, en fait. Et ils m'ont pas suivi, en fait, dans cette transition alimentaire. Et j'ai commencé à faire mes recherches sur l'alimentation, j'ai cherché des témoignages de diabétiques de type 1 et on trouve rien en fait au niveau du diabète de type 1. On nous laisse pas d'espoir, hein. Les témoignages sont très rares. J'avais lu un témoignage d'une maman qui avait géré le diabète de type 1 de son enfant aux États-Unis avec un régime alimentaire plutôt cru, beaucoup de légumes. Et donc, en fait, j'ai commencé comme ça. J'ai arrêté au départ, j'ai tout arrêté, le pain, les pâtes, le riz, le sucre. Et j'avoue qu'au départ, ça a été dur parce que on a quand même une addiction en fait au Ah, sucre, ah. au sucre lent et sucre rapide, hein. On a OK. cette addiction et ça manque. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma famille, mon mari et mon fils qui m'ont accompagné, que m'ont suivi dans la démarche. C'est-à-dire que ils mangeaient comme moi des légumes. Ils mangeaient pas de frites devant moi ni de sucreries devant moi. Et sans eux, j'y serais pas arrivée. Et ça, je tiens à le dire parce que quand on est seul ou quand on n'est pas accompagné dans une transition alimentaire, on a des manques, on a cette addiction. Et si on a des gens qui nous mangent des gâteaux sous le nez, ou au départ, on dit qu'il faut 21 jours pour se sevrer du sucre. Moi, je pense qu'il faut plus quand même, parce qu'il y a des habitudes quand même, il y a des habitudes alimentaires. Mais l'importance de l'accompagnement en fait de l'entourage, ça c'est hyper hyper important. Le soutien en fait de ses proches. Tellement. Euh, donc voilà, donc on s'est lancé en fait, je me suis lancée avec ma famille en fait dans cette transition. Et j'ai vu mon taux bien évidemment descendre par rapport à mon alimentation. Au départ, ça a été dur parce que j'y connaissais rien en fait. J'ai arrêté les pâtes, le riz. J'ai arrêté de manger tout ce qui était à index glycémique, même moyen et élevé, hein. Je me suis concentrée sur les index glycémiques bas. Et c'est vrai que quand on n'est pas accompagné, au départ, on connaît pas des recettes ou des palliatifs justement pour le sucre. Donc, j'ai pas mangé de dessert peut-être pendant 3 ans, tu vois. En Et fait, après, j'ai découvert l'alimentation cétogène. Et là, excellent. En fait, pardon, Agnès, avant excuse-moi. d'aller plus loin, je voulais juste valider un truc avec toi. Ouais. Un petit peu plus tôt, en fait, tu as dit que après un certain moment, tu avais arrêté l'insuline. Bien évidemment, on ne recommande pas ça. Non, du Discuter tout. avec le médecin, là, bien évidemment. Euh, et là, parce que tu as aussi dit que tu étais diabétique de type 1, euh, dans ma tête, en fait, diabète de type 1, mon système immunitaire détruit les cellules de mon pancréas qui C'est ça. fabriquent l'insuline. C'est ça. Euh, Fait que moi, si j'arrêtais de donner, ben clairement, là, demain ou peut-être dans une semaine, je suis plus là. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça a quand même fonctionné pour toi? Alors, ce que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait au départ, mais j'ai demandé à ma médecin parce que j'ai entendu parler de cette analyse il y a quelques années, il y a 3 ans. Donc, au bout de 3 ans, je lui ai demandé de faire une analyse des peptides C.
Les Oui, peptides C, c'est une prise de sang en fait, où tu vas voir si ton pancréas, il fabrique encore un petit peu. Il y a certains diabétiques en fait qui fabriquent encore un tout petit peu d'insuline résiduelle. tout à fait. Et moi, je suis pas à zéro. Ça, c'est très important. Je suis pas à zéro, je suis à 0,38, ce qui veut dire que mon pancréas en fabrique un chouïa. Et ce qui peut me permettre, c'est ça qui peut peut-être aussi me permettre de pouvoir vivre en fait sans insuline. Donc, à ce moment-là, si je comprends bien, c'est pas qu'il y a, c'est pas sans insuline, c'est que ton corps en produit encore, Mm. puis ces Voilà. cellules-là, pour toi, tu as eu la chance probablement d'avoir cette intelligence-là ou de prendre cette décision-là. Et en prenant les actions que tu as prises, ça a protégé en fait les cellules de ton pancréas qui fonctionnaient encore, c'est ce que je comprends? Protéger, et puis comme on diminue fortement les glucides, en fait, on a besoin de beaucoup moins d'insuline. C'est ça. Voilà. Et en parallèle, alors il n'y a pas que l'alimentation que j'ai mis en place, hein. C'est une hygiène de vie globale en fait. Ça m'a permis de prendre conscience de tout un tas de choses. Ça m'a permis aussi de découvrir que notre taux de sucre dans le sang varie selon si on respecte bien son sommeil, comment on va gérer le stress, l'activité physique. En fait, c'est une hygiène de vie globale que j'ai adoptée. Pas que l'alimentation, hein. Donc, je fais une activité physique tous les jours. Moi, je vais marcher juste après manger, en fait. Je fais de la Mhm. marche rapide, en fait, de la marche afghane, avec la respiration pour oxygéner le corps, pour essayer. Ça aide aussi à diminuer le sucre dans le sang. Donc, je fais une demi-heure de marche rapide juste après manger, en fait. Je pars direct marcher. Donc, ça permet de redescendre aussi rapidement. Mhm. Et puis, le respect aussi des heures de sommeil, bien dormir, parce que ça influence également aussi. Et la gestion aussi du stress, qui va énormément influencer sur le taux de sucre également. C'est tellement beau ce que tu dis parce que en réalité, c'est ce que tout le monde sait qu'on doit faire. Donc, alimentation, activité physique, Mm. sommeil, gestion du stress. Mais quand on est diabétique, en fait, c'est comme si la vie nous l'imposait par rapport à quand on ne l'est pas, ben, on a le choix de le faire ou pas. Mais là, c'est comme, hey, j'ai pas le choix. C'est ça, c'est ça. Moi, Donc, ça m'a permis. toi, t'as choisi de le faire à ce moment-là, puis de travailler ou en tout cas d'utiliser les choses que tu pouvais utiliser pour pouvoir mieux gérer là, ce qui se passait à l'intérieur de toi. C'est ça, c'est ça. J'ai pris conscience, en fait, je me suis accordé, avant je travaillais à temps complet, j'ai arrêté mon travail à temps complet pour pouvoir prendre en fait du temps pour moi. C'est ce dont on manque le plus aujourd'hui. On est dans un système où il faut aller travailler, on court partout, on n'a pas le temps. Et en fait, c'est vraiment ma priorité, en fait, c'est ma santé maintenant. C'est plus mon travail, c'est plus la course au quotidien ou la consommation. En fait, je consomme beaucoup moins, du coup, j'ai besoin de beaucoup moins dépenser, puisque je me suis centrée en fait sur mes besoins primordiaux. C'est-à-dire le temps pour marcher, le fait de marcher et de se reconnecter à la nature. J'ai la chance d'habiter en pleine campagne, d'avoir un petit chien qui me motive aussi à aller marcher. J'ai des animaux, je suis entourée de nature et d'animaux, et le fait de se reconnecter à la nature, en fait, on diminue énormément le stress, de se reconnecter à l'essentiel, en fait, de nos besoins. C'est-à-dire nous, il faut penser, voilà, c'est ça qui est Tellement. important. Ouais. Bravo à toi de faire ça puis de le partager aussi, hein, parce que tu sais, c'est pas tout le monde qui partage ça. Donc, je trouve ça vraiment fantastique. Donc, à ce moment-là, avec ta vie qui a été un peu chamboulée, là, c'est ce que tu disais au début, C'est euh, sûr. avec Oui, ta c'est sûr. curiosité, parce que bien évidemment, il a fallu que tu sois curieuse, parce que avec ce qui t'était donné, ben, bien évidemment, ça ne te permettait pas de pouvoir faire ce que tu fais aujourd'hui. Et Mm. j'ai aimé ça tantôt parce que tu as aussi fait la mention de l'accompagnement des proches. C'est tellement Oui. important, la famille autour, ça va faire toute la différence si ça fonctionne ou pas. Puis pour ceux, en fait, qui n'ont pas de proches ou qui sont seuls,
Ben, sachez que l'association, elle est là aussi pour ça, pour créer des liens entre les gens, pour qu'on puisse échanger, discuter, puis voir là, comment tout ça est possible, gérer les priorités, j'adore ça. Donc, souvent, la santé est mise en priorité 5, mais quand on comprend en fait l'importance de bien gérer les différents éléments que tu as mentionnés, ça devient un P1. Donc, priorité 1 et peu importe les autres choses, ça devient un peu central. Donc, c'est vraiment bien. Puis, dis-moi donc, par rapport à tout ça, une fois que tu as établi ce système-là dans ta vie, que tu as adopté de nouvelles habitudes, tout ça, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Tout. En fait, aujourd'hui, je vis comme quelqu'un qui n'est plus malade. Je fais des prises de sang tous les 3 mois Mhm. pour contrôler mon hémoglobine glyquée, mais je n'ai plus à me piquer quotidiennement. Les capteurs, j'en mets de temps en temps, tu vois, quand je veux essayer des nouvelles recettes. Mais sinon, je mets même plus de capteurs parce qu'en fait, c'était devenu aussi, c'est addictif aussi le capteur. T'es tout le temps en train de te contrôler, est-ce que je suis bien, pas bien. Enfin, c'est un stress aussi. Enfin, pour moi, après, tout le monde peut-être le gère différemment, mais pour moi, c'était devenu un peu, j'étais omnubilée en fait. Donc maintenant, en fait, je me suis libérée de tout ça. Je mets comme ma glycémie, elle est régulée. Je fais ma prise de sang tous les 3 mois. Ma dernière prise de sang, j'étais à 5,8. Alors, je précise aussi que 5,8, avant, j'étais entre 6 et 6,5. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai mis en place aussi des jeûnes intermittents. Ça m'a beaucoup aidé dans la régulation aussi de la glycémie. Parce que, par exemple, en fait, le matin, on sait qu'il y a le phénomène de l'aube, en fait. Mhm. Le cortisol, donc les hormones vont produire, vont produire du cortisol, de l'adrénaline. Et en fait, le matin, j'ai remarqué, on augmente, même si on mange pas, en fait, on augmente. Donc, en premier, moi, j'ai enlevé le repas, j'ai enlevé le petit déjeuner du matin. Alors, je l'ai pas enlevé d'un coup, hein. J'ai commencé par manger des oléagineux. En fait, moi, j'ai été assez douce quand même dans la transition. J'ai pas enlevé du jour au lendemain parce que il faut habituer le corps aussi hein, au changement. Et donc petit à petit, j'ai enlevé le repas du matin pour faire ce qu'on appelle des jeûnes intermittents, c'est-à-dire avoir 16 heures où on est sans manger. Donc là, j'arrivais à être entre 6, 5 et 6. Et puis, il y a un an de ça, je me suis dit, j'aimerais bien quand même arriver à descendre. Mon objectif, c'était de descendre en dessous de 6. Et j'avais remarqué que c'était le soir, en fait. Le midi, je fais tout le temps marcher. Et le soir, après manger, je mangeais tard. Je mangeais à 8 ou 9 heures. J'avais la flemme d'aller marcher. Le soir, j'étais pas franchement motivée. Et je me suis dit quand même, ce serait bien que j'avance mon repas du soir pour pouvoir manger de bonne heure et pouvoir me coucher pas tout de suite après manger. Et donc, du coup, j'ai avancé mon repas entre 5h30 et 6h30 maxi. Au départ, je me prépare à manger, je me faisais des œufs, des avocats, des pancakes au brocoli, etc. Et puis avec le boulot, c'est pas toujours facile. Donc maintenant, je mange souvent tu vois, des oléagineux. Je prends un thé avec des oléagineux. Et puis c'est vrai que ça me cale. J'ai pas faim le soir après. Donc c'est pareil. Hein, ça, j'ai fait une transition douce. Je suis pas, j'ai pas changé du jour au lendemain. Et ben, du coup, j'ai une bonne surprise parce que je suis descendue à 5,8 en avançant mon repas. Alors, j'ai diminué mes quantités parce que je mange pas comme un repas comme je mangeais le soir avant. Mais du coup, ça m'a permis de descendre à 5,8. Comme ça, je me couche en fait quand je suis basse, une fois que j'ai éliminé quand même ce que j'avais mangé. Voilà, ça fait toute la différence. Puis, Ouais, en fait, dans ce que tu viens de dire, ce que j'entends aussi, et c'est souvent un truc qui revient là, régulièrement, le diabète, c'est c'est pas général, c'est pas un truc que les médecins peuvent prescrire quelque chose puis que ça se guérit. Puis chaque personne va le gérer différemment. Chaque personne va réagir différemment aussi oui, aux différents éléments qui sont modifiés. Là, en fait, on n'est pas en train de oui. dire aux gens de retirer le déjeuner puis Du tout, de changer, du tout, du mais tout. pas du tout. Mais en fait, pour toi, c'est quelque chose qui a fonctionné. Oui, Puis toi, c'est ta façon, puis ben, ça marche, ça fonctionne, puis dans les circonstances que tu as, ben, t'es vraiment chanceuse. Ben, en fait, excuse-moi, je corrige là, parce qu'il n'y a pas de chance. Puis
ce que tu réussis à faire maintenant, c'est parce que tu as pris des décisions pour pouvoir le faire. Parce que clairement que ça pourrait être différent pour une autre personne. Exactement. Mais c'est ça, donc le diabète, là, c'est vraiment une maladie, une déficience, un problème, ou peu importe, qui est personnalisé à chaque personne. Il y a rien de, il y a rien ce qui va fonctionner pour un ne fonctionnera pas nécessairement pour l'autre. C'est à faire des tests, puis à faire des essais qu'on trouve qu'est-ce qui marche pour nous, puis avec quoi on est bien aussi, parce qu'il faut être bien dans tout ça, là. Et en accord avec soi. Voilà. On est tous, en fait, on est tous des personnes uniques, que ce soit Mhm, par rapport à nos pathologies ou notre terrain, en fait, physique, et puis aussi psychologique. Donc, en fait, moi, j'ai rencontré des personnes diabétiques de type 1 qui vivaient extrêmement bien et qui étaient sereins avec une pompe à insuline. mhm, Et c'est super, c'est OK, en fait. C'est que moi, je le vivais tellement mal, en fait. J'avais tellement de peur que j'arrivais pas à être épanouie en fait avec ça. C'est pour ça que j'ai cherché autre chose. Mais quand je rencontre des personnes diabétiques de type 1 qui sont sous pompe à insuline et qui le vivent super bien, en fait pour moi l'essentiel c'est ça, c'est que la personne elle soit épanouie et en accord avec ce qu'elle a à gérer en fait au quotidien par rapport à sa maladie. C'est ça qui est important. tout à fait. Tout à fait. Puis c'est ce qui fait la différence aussi, parce que quand on est bien dans les choix qu'on fait, ben Exactement. après ça, on n'a pas besoin de travailler ou c'est pas une charge supplémentaire pour pouvoir faire la gestion parce qu'on est bien dans ce qu'on a choisi puis dans ce qu'on fait. Donc, tellement. C'est pétillant aujourd'hui. Merci d'être là. Merci à toi. Et là, en fait, justement, par rapport à ce qu'on vient de discuter, qu'est-ce que tu aurais à conseiller ou qu'est-ce que tu dirais, soit à quelqu'un qui vient d'avoir le diagnostic ou à quelqu'un qui vit avec le diagnostic du diabète depuis quelques années, mais qui est peut-être pas aussi aligné qu'il voudrait l'être ou qui contrôle peut-être pas aussi bien qu'il voudrait le contrôler. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire aujourd'hui par rapport à tes expériences à toi puis à ce que tu as vécu? Euh, Quelqu'un qui serait tu veux dire quelqu'un qui aurait un diabète qui fait le yo-yo et qui n'arrive pas Entre à le autres, réguler, c'est ça? effectivement, Ouais. soit ça, ou même quelqu'un qui vient juste d'être diagnostiqué, puis il est un peu dans le brouillard, un peu Quelqu'un comme toi a... au début, là, Ouais. Alors moi, ce que comme tout le j'aurais... monde, je te dirais. Ok. Ouais, c'est ça. Ce que j'aurais aimé, en fait, moi, qu'on me dise lorsque j'ai été diagnostiquée, j'aurais aimé qu'on me dise, écoute Agnès, t'es diabétique de type 1, eh bien, il va y avoir plusieurs solutions, en fait, qui vont pouvoir être adaptées à toi. Il va y avoir l'insuline en expliquant que maintenant les pompes à insuline quand même c'est vraiment chouette. Enfin pour gérer c'est quand même. Et puis aussi il peut y avoir bah, le côté nutritionnel, gestion du stress. J'aurais aimé que les médecins ne me parlent pas que de l'insuline. J'aurais aimé avoir le choix. En fait c'est ça que j'aurais aimé. Soit on peut t'aider et avec les deux aussi. On peut aider et Mhm. avec la pompe à insuline et avec l'alimentation. Les deux sont liés en fait, et ce qui va éviter d'avoir les hypos et les hyper. Aujourd'hui en France, le protocole, il n'est pas du tout comme ça. Il y a juste un protocole pour l'insuline parce que ici, nous, les médecins sont uniquement formés pour ça. Peut-être au Québec Même aussi. chose. Moi, je suis allée voir des nutritionnistes ou des diététiciennes qui m'ont conseillé de manger des glucides à chaque repas. Donc, c'est très compliqué. C'est ça que je regrette, en fait, c'est de ne pas avoir le choix. Si on m'avait orienté, si on m'avait dit, ben tiens, tu peux prendre et l'insuline et le régime alimentaire, on peut contrôler si ton pancréas fonctionne un peu. Enfin, au départ, on m'a même pas contrôlé si mon pancréas fonctionnait encore un petit peu. Donc, Ouais, je pense il y a un manque de connaissances, en fait, au niveau médical. Il y a beaucoup d'études maintenant qui sortent, notamment sur l'alimentation cétogène, mais j'aurais aimé qu'on me parle de tout cet ensemble, en fait. De mon sommeil aussi, du stress, ça, les médecins, ils en parlent oui, pas, mais alors que ça a une importance très importante sur la glycémie. J'aurais aimé qu'on me conseille au global, en fait, je et qu'on me laisse comprends. le choix. Puis en fait, la santé en général, c'est ça aussi, hein. Tu sais, c'est pas
c'est pas un élément en particulier, c'est l'ensemble de notre vie puis des choix qu'on fait C'est ça. finalement. Donc, ben, pour la gestion du diabète, c'est similaire aussi. Et en fait, dis-moi, Agnès, avec ton expérience, avec ce que tu as vécu, avec ce que tu as essayé, avec tes bons coups, tes moins bons coups, tout ça, comment tu vois l'avenir? C'est quoi la suite pour toi? Moi, je te vois en santé, puis Ouais, personnellement, en fait, moi, mon objectif, c'est de vieillir, d'avoir 100 ans, puis bien sûr. tu sais, Mais oui. d'être en forme, souple et tu sais, en santé. Donc, comment tu vois l'avenir? Alors pour moi, ben, tu vois, cette maladie, elle m'a complètement transformée en fait. J'ai appris énormément de choses, que ce soit sur l'alimentation, sur la santé. J'ai acheté, mais tu peux pas t'imaginer le nombre de bouquins que j'ai achetés sur l'alimentation, sur comment, ce qu'on pouvait faire, pas que pour le diabète, hein. Je me suis intéressée à tout un tas de choses finalement. Et donc, du coup, aujourd'hui, je dirais que c'est moi qui ai pris le dessus sur cette maladie, mais c'est grâce à elle que j'ai changé. C'est elle qui m'a permis de faire cette transition. Tu vois, c'est une évolution que je n'aurais pas fait si j'avais pas été malade. Et aujourd'hui, donc, je fais des conférences en France pour parler de mon expérience sur le diabète, aussi sur l'alimentation, la prise de poids, etc., toute l'incidence que ça a en fait sur notre corps. Et je fais également maintenant des ateliers cuisine et pour apprendre parce que au départ la transition, moi ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai trouvé le plus compliqué parce qu'au départ je me suis dit je vais plus rien manger en fait. Et si j'avais eu les connaissances que j'ai aujourd'hui en alimentation crue, en alimentation cétogène ou en alimentation faible en glucides, ça aurait été beaucoup moins difficile. Donc aujourd'hui, ben, j'accompagne les gens, je fais des ateliers cuisine, j'accompagne les gens dans une transition alimentaire douce. Et ça me permet, en fait, ce que je veux moi aujourd'hui, c'est donner de l'espoir. Parce que on n'est pas lié, notre vie, c'est pas la maladie, en fait. On peut vivre normalement et justement se servir de cette maladie comme un tremplin pour prendre conscience de ce qu'on ingère, de ce qu'on met dans notre corps, l'importance que ça a. Et je veux vraiment accompagner les gens en fait dans ce sens-là. On n'est plus un malade, on prend soin de soi, C'est on est un vrai? être humain. Et pour moi, une maladie en fait, ça a un sens. Voilà. Wow! Et c'est pas que du négatif en fait. Moi, Non! franchement, j'aurais pas évolué comme ça si j'avais pas eu ce diabète. En fait, Euh, c'est sûr qu'en l'ayant un petit peu plus tard dans la vie, mais j'ai l'impression, plus que je parle avec des personnes différentes avec ce projet-là, justement, j'ai l'impression en fait que le diabète, c'est une espèce de drapeau rouge pour Hey, mets-toi en priorité, Oui. aime-toi, puis fais le nécessaire pour que ça se passe bien, mais mets-toi en priorité, puis si tu fais ça, ben tout le reste, en fait, ben personne va le savoir, là. Euh, c'est à moins que tu le dises, là, bien évidemment, mais c'est ça, c'est de se mettre en priorité, puis d'arrêter, en fait, de chercher le bonheur à l'extérieur de nous, mais de revenir à l'intérieur, puis de tout faire pour que ça réussisse finalement. Donc, merci. Merci d'être là. Et en fait, toi, quand tu rayonnes, parce que donc, en fait, une fois que tu as pris conscience et que tu prends soin de soi, et ben en fait, ça rayonne aussi sur ta famille, tu vois. Et sur tellement, tout à fait. En fait, sur la famille, sur nos proches, les amis, C'est les ça. gens aussi de notre entourage, je pense que ça fait un tri à un moment donné. Il y a des gens dans notre entourage qui, Oui. par rapport aux habitudes qu'on adopte ou qu'on fait, ben, il n'y a plus de lien avec ces personnes-là. Puis
le ménage se fait naturellement. Et puis tu vas créer des nouveaux liens avec des personnes qui sont Voilà. plus en conscience, etc. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, mais écoute, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien. Mais merci d'avoir pris le temps, en fait, de faire l'entrevue avec moi aujourd'hui. Je me sens vraiment privilégié d'avoir pu t'interviewer. Et en fait, sur ces beaux mots, est-ce que tu aimerais rajouter un petit truc pour la fin, question en fait, pour les gens qui vont écouter? Un petit pense-bête ou un petit truc là, à ne pas oublier là, dans la gestion ou dans la vie de tous les jours avec le diabète. Alors, dans la vie de tous les jours, je dirais, il faut s'écouter. Faut vraiment écouter ce qui nous parle. Moi, j'ai suivi mon intuition. Et il faut surtout que chacun, voilà, chacun s'écoute, écoute son corps, parce que notre corps nous parle, et, et le faire en conscience avec ce qui nous parle. Et je veux surtout que chacun, en fait, garde l'espoir. Il y a toujours une solution, on trouvera toujours quelque chose pour évoluer, que ce soit au niveau médical. Il y a plein de recherches aujourd'hui maintenant sur le diabète de type 1. On entend parler de nouvelles choses. Tout n'est pas encore abouti, mais il y a plein d'espoir. Donc surtout, moi, s'il y a un conseil, c'est toujours garder l'espoir et c'est tellement important. Ça nous donne tellement plus d'énergie. Il faut savoir que quand on reste dans une énergie positive, en fait, ça a le pouvoir aussi d'améliorer la situation mentale et notre situation aussi de malade. Donc toujours rester en fait avec l'espoir, avec des pensées positives et voilà, surtout si les gens ont besoin de parler, qu'ils fassent appel à l'association. Ou moi, je suis toujours ravie de pouvoir en discuter et de donner de l'espoir parce que c'est surtout ça moi qui m'a maintenue au départ. Et voilà, surtout ne pas rester cloîtré chez toi ou se renfermer ou pouvoir en discuter avec des gens qui sont comme nous en fait. Tout à fait. Donc, sur ce beau message d'espoir, merci tout le monde d'avoir été là, d'avoir regardé les vidéos. Si vous aussi, vous aimeriez partager votre expérience avec la vie du diabète, à ce moment-là, je vous invite à communiquer avec nous par courriel ou sur notre page Facebook, question qu'on puisse vous accorder une plage pour pouvoir passer l'entrevue. Donc, merci encore, Agnès, d'avoir pris le temps avec moi. Sur ce, je te souhaite Merci à toi. une excellente journée. Ben, en fait, c'est l'après-midi, donc un bon après-midi. Et moi, c'est l'après-midi. Et Il est 4 heures chez moi. oui, c'est ça. Et ben, en fait, je vous souhaite à chacun qui regarde la vidéo d'avoir du succès en fait dans la gestion de votre glycémie. Donc là-dessus, bonne journée tout le monde. Exact. Merci.